Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal sur Télé Sud. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Voici les principaux titres de l'actualité. Après une dizaine de jours de deuil national, le monde entier dit adieu à la reine Elisabeth II. Ce lundi, lors de funérailles grandioses à Londres, de nombreux dirigeants venus de différents coins du monde ont rendu un dernier hommage à la souveraine. Dans ce journal, nous parlerons également du Niger où plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de la capitale Niamey pour protester contre la force anti-djihadiste française Barkhane tout en encensant la Russie. Au Cameroun, une forte délégation de la Banque mondiale est en visite actuellement dans le pays. Objectif de cette mission, soutenir le secteur de l'électricité. La délégation a été reçue par le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazeux. On débute cette édition avec les funérailles de la reine Elisabeth II. La reine a été conduite à sa dernière demeure ce lundi après une cérémonie d'adieu en grande pompe. Une cérémonie à laquelle a participé des centaines de dirigeants étrangers et têtes couronnées venus à Londres pour lui rendre un dernier hommage. Mathieu Nicolas pour les détails. Grandiose, émouvante, les adieux à la reine ce lundi à Londres se sont déroulés devant une immense foule et un parterre de personnalités venues du monde entier. C'est aux alentours de midi que le cercueil de la reine Elisabeth II a fait son entrée dans l'abbaye de Westminster. Les derniers chapitres de l'histoire peu commune étaient retransmis sur toutes les télévisions du monde. Chants à la gloire de la reine, prières et minutes de silence. Ils étaient près de 2000 dans la nef de l'abbaye à assister aux funérailles du président américain Joe Biden à son homologue français Emmanuel Macron, en passant par des dizaines de chefs d'État africains. Tous sont venus dire au revoir à la monarque. Dans un discours connu prononcé pour ses 21 ans, sa défunte majesté a déclaré que sa vie entière serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth. Rarement une promesse aurait été aussi bien tenue. Peu de dirigeants reçoivent le déferlement d'amour que nous avons vu. Pour des millions d'autres, anonymes, ils ont suivi les funérailles en direct sur la télévision nationale. Beaucoup d'autres se sont rassemblés aux abords de Buckingham Palace, dans des parcs, même dans des pubs. Comme ici à Newcastle, où Steve n'a pas pu contenir ses émotions. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai versé des larmes. Cela m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Pour moi, je pensais que ce serait une autre personne. Mais elle était notre souveraine, elle était notre reine. C'est donc très important de rendre hommage à une ancienne combattante. La cérémonie s'est achevée par 2 minutes d'un silence poignant, observé à travers le pays, puis l'hymne national dans sa version masculine, célébrant le nouveau souverain Charles III, God Save the King. Le cercueil d'Elisabeth II a entamé son voyage vers sa dernière demeure à Windsor, où la souveraine, à la popularité planétaire, reposera pour toujours. Depuis son engagement dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que jeune princesse jusqu'à son jubilé de platine l'an dernier, la reine Elisabeth II son règne aura été le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique. Je vous propose de faire un retour sur les dates marquantes de sa vie qu'on peut qualifier sans doute d'exceptionnelles. Pour une majorité de Britanniques, c'est le seul monarque qu'ils aient jamais connu. Et pour le reste du monde, un visage immédiatement reconnaissable. Chef d'État de 15 royaumes, Elisabeth II a eu le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Son décès marque la fin d'une ère qui aura aussi vu l'influence britannique décroître dans le monde. Son règne et son influence ne seront sans doute jamais égalés par aucun monarque et n'ont peut-être jamais égalé ceux de personne dans le passé. Elle est celle qui a servi le plus longtemps, qui a régné le plus longtemps, le monarque le plus âgé de l'histoire.
C'est quelqu'un qui laissera, à mon avis, un héritage pour de très nombreuses années. Née le 21 avril 1926, Élisabeth n'était pas destinée à devenir reine. Mais l'abdication de son oncle, en 1936, propulse son père George VI sur le trône. À la mort de George VI en 1952, elle hérite de la couronne à seulement 25 ans. Son couronnement l'année suivante est le premier événement retransmis en direct à la télévision dans plusieurs pays. Elle a clairement dit dès le début qu'elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qu'elle n'abdiquerait sous aucun prétexte et que toute sa vie serait dévouée à son devoir. Je pense qu'elle a hérité ce sens du devoir de son père, qui a sauvé la monarchie après l'abdication d'Édouard VIII. Bien que toujours politiquement impartiale, Élisabeth II a été l'oreille de tous les premiers ministres britanniques depuis Winston Churchill. Le contenu de leurs audiences hebdomadaires au palais de Buckingham est l'un des secrets les mieux gardés. En cette décennie, la souveraine a aussi rencontré de nombreux chefs d'État étrangers. De Charles de Gaulle à Donald Trump en passant par Nelson Mandela, elle incarne la stabilité dans un siècle marqué par de profonds bouleversements. Après la mort de son époux Philippe en 2021, elle continue d'assurer certains engagements royaux, mais passe progressivement la main à son fils Charles. En 2022, elle fête 70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à atteindre le jubilé de platine. Des célébrations au parfum de changement d'époque dont elle est largement absente. Elle lègue à Charles un royaume très différent de celui dont elle avait pris la tête, à un moment où son unité est fragilisée par les conséquences du Brexit. Mais avec une succession assurée pour 3 générations, Élisabeth a rempli le principal de ses devoirs, garantir la continuité de la monarchie britannique. Au Kenya, une messe a été donnée en l'honneur de la reine dans une petite église de la capitale, Nairobi. La reine Elisabeth se rendait dans cette paroisse alors qu'elle n'était qu'une princesse. Pour marquer son attachement à cette église, elle avait fait don du tapis utilisé lors de son couronnement en 1952. On écoute Jeanne Miriot, la haute commissaire britannique au Kenya. Comme vous le savez tous, la princesse Elisabeth est arrivée au Kenya en 1952 et en est repartie en tant que reine Elisabeth II. Elle a régné au Royaume-Uni pendant 70 ans. Elle a été témoin de nombreux changements. Elle a contribué à renforcer les relations entre nos pays qui n'ont pas toujours été faciles. Il y a eu des périodes difficiles, mais aussi, je pense, un avenir prometteur. Et je suis profondément honorée par le fait que nous ayons pu nous réunir aujourd'hui. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un entretien qui lui a été accordé sur RFI et France 24, a affirmé catégoriquement que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet ne sont pas des mercenaires. Il a par ailleurs annoncé qu'il va recevoir dans les prochains jours la délégation malienne à l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir la délégation du Mali. Et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Et deuxièmement, je crois qu'il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très, très difficile. En Guinée, le procès tant attendu du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, qui a marqué l'histoire contemporaine de la Guinée, débutera le 28 septembre. Comme l'a annoncé vendredi le ministre de la Justice, Alphonse Charles White. Retour sur cette tragédie avec Valentine Exantus. Devant les médias, le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles White, a annoncé l'ouverture du procès du massacre de 2009 au stade de Conakry. Après de multiples engagements avortés des autorités de Conakry, le début du procès de ce triste événement est prévu pour le 28 septembre prochain, soit 13 ans jour pour jour après les faits. Selon l'ONU, plus de 150 personnes ont perdu la vie et plus de 100 personnes ont subi des violences sexuelles lors de ce drame.
Pour le garde des Sceaux, cette procédure judiciaire marquera l'histoire de la Guinée. Je demande donc à tous les acteurs prenants de ce processus qui va commencer et qui a déjà commencé à pouvoir faire en sorte que notre pays puisse sortir de ce processus qui va revisiter notre histoire, notre passé, mais que nous sortons tous dans ce procès avec une nouvelle vision d'une Guinée. Lors de ce sinistre 28 septembre 2009, des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara, étaient rassemblés dans le principal stade de la capitale. En envoyant l'armée sur les lieux, Moussa Dadis Camara livra le peuple à une sanglante répression. Les victimes, ainsi que les familles des victimes, réclament un procès depuis des années. Vraiment très ravi de pouvoir donner mon avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par rapport à cette date que nous avons attendue longtemps, aujourd'hui qui est tombée pour le 28 septembre 2022. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il était temps qu'on arrive à ce procès. Et je dirais que je suis vraiment très à l'aise aujourd'hui. Moussa Dadis Camara, actuellement au Burkina Faso, était rentré en Guinée en décembre 2021 avec une autorisation de la joute. Il s'était dit prêt à se mettre à la disposition de la justice de son pays. Au Niger, à l'appel du mouvement M62 qui rassemble des organisations de la société civile, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de Niamey pour protester notamment contre la force anti-djihadiste française. Morceau choisi, Barkhane dehors, abat la France, vive Poutine et la Russie. Mathieu Nicolas. On en a marre de la petite France. La petite France, allez-y chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Les mots de cette manifestante traduisent bien l'état d'esprit d'une partie de Nigériens à l'encontre de l'armée française. Dimanche, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, pour protester contre la vie chère et réclamer par la même occasion le départ de la force anti-djihadiste française Barkhane, redéployée dans le pays. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme qui n'est qu'une invention et une création de la France. Quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel et notamment au Niger, un des principaux alliés de Paris après leur retrait total du Mali. Parmi les slogans scandés dans les rues de la capitale, on pouvait entendre des cris comme « Barkhane dehors »,« Abat la France » et aussi « Vive Poutine et la Russie ». Certains manifestants arboraient des drapeaux de la Russie. On nous a dit que les bases étrangères sont venues ici dans notre pays pour nous protéger contre les terroristes. Alors que ce sont eux-mêmes les terroristes. C'est la petite France même qui est les terroristes. Je le dis haut et fort. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont eu lieu au Sahel, comme fin novembre 2021, lorsqu'un convoi militaire de Barkhane avait été bloqué et caillassé au Burkina Faso, puis au Niger. 3 manifestants avaient été tués à Terra, dans l'ouest du Niger, dans des tirs imputés par le gouvernement nigérien. Dimanche, les revendications des manifestants étaient confuses. Elles allaient de la protestation contre la vie chère à la dénonciation de la présence de la force française Barkhane sur le sol nigérien. Taïwan frappé par des répliques sismiques au lendemain d'un puissant séisme, le Piton de la fournaise, le volcan de la Réunion qui est entré en éruption et l'ouragan Fiona qui ravage Porto Rico. C'est le reste de l'actualité commenté par Diata Angoiba et monté par Marie-Gale Serran. Des répliques sismiques ont touché lundi le sud-est de Taïwan, dont un tremblement de terre de magnitude de 5,5 ressenti dans la capitale Taipei.
Ces événements surviennent au lendemain d'un puissant séisme qui a causé la mort d'une personne et fait quelques 150 blessés. Depuis samedi, le sud-est du pays est touché par une série de secousses. Le tremblement de terre le plus meurtrier à Taïwan, d'une magnitude de 7,6, s'est produit en septembre 1999 et avait causé la mort de plus de 2400 personnes. Le volcan de la Réunion, appelé les Pitons de la Fournaise, est entré en éruption pour la première fois de l'année ce lundi. L'annonce a été faite par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Selon les volcanologues, la source de l'éruption a été localisée dans une zone inhabitée au sud-ouest. Par mesure de sécurité, la préfecture a interdit l'accès du public à l'ensemble de la zone centrale du volcan. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Au cours des 10 dernières années, il est entré en éruption à une vingtaine de reprises. La dernière éruption remonte à décembre 2021 et avait duré 17 jours. La tempête Fiona poursuit son parcours. Des pluies torrentielles se sont abattues dimanche sur la côte sud-ouest de Porto Rico avant de se diriger vers la République dominicaine. L'annonce a été faite par le gouverneur de l'île, Pedro Pierluisi, lors d'une conférence de presse. En seulement 5 heures, 23 à 33 cm de pluie seraient tombés. L'ouragan aurait provoqué des glissements de terrain et des coupures d'électricité. Ce week-end, la tempête Fiona a causé d'importantes inondations en Guadeloupe où une personne a trouvé la mort. Elle a également touché ce lundi la République dominicaine. 13 provinces dans le nord et l'est de l'île ont été placées en alerte rouge. Cette semaine, tous les regards sont tournés vers New York où se tient depuis ce lundi l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un monde en crise ébranlé par la guerre en Ukraine notamment, plus de 150 chefs d'État et de gouvernement se succéderont au pupitre de l'ONU demain mardi. Valentine Exantus pour plus de détails. À 2 mois de la COP27 en Égypte, alors que des inondations frappent un tiers du Pakistan, l'environnement sera l'une des préoccupations de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Après 2 ans de sommet virtuel, cette 77e session de l'Assemblée générale marque le retour en présentiel des chefs d'État et de gouvernement de plus de 150 pays. Dans un contexte de crise mondiale, la guerre en Ukraine et les moyens d'en sortir est déjà dans l'esprit de tous les participants. Il s'agit de rechercher de toute urgence un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine et obtenir une trêve d'au moins 5 ans. Dès mardi, les dirigeants du monde entier prendront tour à tour la parole. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourra s'adresser par vidéo à l'AG de l'ONU. À la veille de l'ouverture des travaux, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit espérer que la Cour pénale internationale puisse enquêter sur le massacre présumé de centaines de personnes à Izium en Ukraine. Autre préoccupation du secrétaire général, le climat. Mon message aux dirigeants mondiaux se réunissant ici est clair. Baissez la température maintenant. N'inondez pas le monde aujourd'hui, ne le soyez pas demain. Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale se réunit à un moment de grand péril. Antonio Guterres a promis de répéter dès mardi ces mêmes paroles aux participants de cette Assemblée générale. L'objectif du secrétaire général est de pousser les dirigeants du monde à changer de cap et de tenir leur engagement de la COP21 pour éviter un désastre. Un mot de la guerre en Ukraine maintenant, puisque nous avons appris dans la matinée que l'armée russe avait bombardé le site de la centrale nucléaire de Pivden-Ukrainsk dans la région de Mykolaïv au sud du pays. Une information qui provient de la compagnie publique ukrainienne Energoatom qui a aussi déclaré que les réacteurs n'avaient pas été touchés et fonctionnent normalement. La Banque mondiale veut soutenir le secteur électrique au Cameroun. Une forte délégation de l'institution conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République du Congo, a été reçue par le ministre des Finances Louis-Paul Botazeux. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Gaël Jakam, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy. Le Cameroun dispose d'une capacité de production de 1292 MW, générée en grande partie grâce aux barrages hydroélectriques et aux nouvelles centrales thermiques.
Néanmoins, l'accès à l'énergie reste un véritable enjeu pour le gouvernement camerounais, par le biais d'une forte délégation conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et au Congo. La Banque mondiale dit vouloir soutenir davantage le secteur électrique, d'où ces échanges entamés cet après-midi avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Une réunion de travail avec le monsieur le ministre pour parler de l'équilibre financier du secteur électrique. On a discuté beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises pour assurer que le secteur soit financièrement soutenable. Voilà. Ces mesures d'accompagnement envisagées par la Banque mondiale sont en cours de réflexion. Depuis 20 ans, le Cameroun a engagé de nombreuses réformes dans le secteur énergétique aux côtés de l'institution financière planétaire. Selon plusieurs sources, le groupe Banque mondiale, à travers sa filiale Société financière internationale, a mobilisé des prêts avoisinant 735 millions d'euros auprès des organismes de développement et des banques commerciales locales pour la construction du barrage de Natigal. C'était un sujet de Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance. Nous irons au Gabon pour vous montrer comment l'énergie solaire prend de plus en plus d'importance dans le pays en lieu et place du kérosène ou des groupes électrogènes. Reportage. Dans cette pirogue se trouve le futur, des kits solaires importés d'Asie qui changent la vie des communautés rurales. Jérémy et son équipe parcourent des villages pour installer des panneaux solaires. Aujourd'hui, ils sont en route vers un nouveau client. Ce complexe hôtelier, construit sur le bord du fleuve Ogoué, était jusqu'ici alimenté au kérosène. Grâce à ces boîtiers, auxquels seront reliés des accumulateurs lithium alimentés par des panneaux solaires posés sur le toit de l'hôtel, il sera désormais possible de faire marcher une télévision plasma de 52 pouces, congélateur et même un climatiseur de 2 chevaux. Toute la journée, les panneaux solaires emmagasinent de l'énergie pour produire la nuit tombée de la lumière. De la lumière pour le progrès, de la lumière pour l'avenir, de la lumière pour cuisiner de nuit comme de jour. Nous avons une réservation au moins de 40 personnes, la Banque mondiale. Ils sont allés en balade sur l'Ogoué. Et donc à leur arrivée, tout serait prêt. Mais grâce, comme je dis toujours, grâce au solaire, parce que nous pouvons préparer avant qu'ils arrivent avec la lumière et mettre la musique, mettre le projecteur, etc. Utiliser les ventilateurs solaires grâce au solaire. Et franchement, ça nous aide beaucoup à tous les niveaux. Donc là, je vous fais un sanglier dans son jus pour les touristes qui sont allés en balade. Et à leur arrivée, tout serait prêt. Et si on n'avait pas du solaire, on devait travailler dans l'ombre, il fallait encore utiliser le groupe, il fallait encore dépenser, c'est plein de dépenses. Et le solaire nous permet vraiment de faire des économies, surtout sur le carburant pour le groupe, etc. Cette idée d'innover vient de cet homme. En pleine campagne, rares sont ceux qui, comme lui, tentent de conquérir le marché du solaire. Les coûts et les distances sont trop élevés. Pourtant, cela n'a pas découragé ce comptable de se tourner vers ces petits panneaux qui changent désormais tout et lui épargnent surtout de dépenser de l'argent en kérosène. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Et nous avons pensé qu'avec l'énergie solaire, même si l'investissement est lourd au départ, nous voyons aujourd'hui qu'en utilisant les énergies solaires, nous avons moins de charges du côté de la consommation et du règlement du kérosène. L'installation des panneaux solaires dans des zones rurales, la start-up EcoGabon en a fait son cheval de bataille avec comme objectif favoriser une production écologique et responsable de l'électricité. En plus d'être une énergie décarbonée transmise directement par le soleil, elle se présente comme une véritable alternative aux infrastructures traditionnelles. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité sur Télé Sud dans Business Africa.
On finit avec ces images du métro parisien qui rend hommage à la reine Elisabeth II avec des plaques disposées spécialement à la station Georges V du nom de son grand-père le temps de ses funérailles. Ces plaques sont retirées ou seront retirées ce lundi, ont précisé les responsables de la RATP, la compagnie de transport en commun de la capitale française. C'est tout pour ce journal. Retrouvez Laurent Leleu demain pour l'édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les informations du soir. Au revoir.